Salam alaikum, Mazur Fillaoun. Bonsoir. Le coup d'État de 1992 s'est perpétré dans des conditions très particulières. Contrairement à tous les autres coups d'État qui ont eu lieu en Algérie, sauf celui de l'armée des frontières contre la Révolution, celui de 1992 n'était pas un coup de force d'un clan du régime contre un autre, mais celui d'une junte contre la volonté populaire, contre les résultats d'une élection, la seule élection vraiment démocratique du pays depuis l'indépendance, quoi qu'en disent les uns et les autres. Nous perdons souvent de vue ces évidences qui crèvent pourtant les yeux parce que ce coup d'État n'a pas été que de la brutalité. Il a aussi usé, sans compter, de la ruse, de la manipulation, du conditionnement, de la propagande. Quand les putschistes ont mis fin au processus électoral par la force des armes et en faisant démissionner un président de la République, ils ont eu tout de suite besoin de justifier ce qu'ils venaient de commettre contre le peuple. Alors, ils ont voulu convaincre celui-ci que c'était pour son bien, que c'était pour l'empêcher d'être plongé dans la barbarie, qu'ils étaient ses sauveurs. Alors, bien sûr, ils ont diabolisé ceux qu'ils avaient privés de leur victoire électorale. Ils ont choisi soigneusement quelques déclarations isolées de quelques responsables du FIS pour les monter en épingle. Ils en ont inventé d'autres. Ils ont demandé à leurs agents qui avaient été injectés dans la profession de journaliste de faire peur à la société, de noircir le tableau, d'agiter l'épouvantail du terrorisme naissant. Dans le même temps, eux, les putschistes, ils se donnaient le beau rôle de sauveurs de la République, de fer de lance de la famille qui avance. Et pour mieux convaincre, ils ont quasiment importé une belle, très belle vitrine en la personne d'un grand historique, un de ceux qui avaient été les initiateurs de la révolution algérienne, Mohamed Boudiaf, Rabbi Rahmou. Et c'est justement parce que les putschistes étaient très troubles qu'ils avaient de quelqu'un qui soit très propre pour leur servir de devanture, justement. Chose que Mohamed Boudiaf n'avait pas saisie à sa juste portée, justement, parce que des gens à qui il faisait confiance lui avaient menti, parce qu'il lui avait présenté la situation comme étant mortelle pour l'Algérie. Quand il comprendra, un peu plus tard, qu'il avait été trompé et que les vrais ennemis de l'Algérie étaient ceux qui s'étaient servis de lui, c'était trop tard. Quand il a cherché à les démasquer, ils l'ont tué. Mais la stratégie de la subversion, c'est aussi celle de la terreur. L'une et l'autre vont de pair. Elles sont indissociables. Le mensonge et la tromperie ont besoin d'être étayés de violence. Et c'est pour cela que la junte putschiste mentait au peuple en même temps qu'elle le tuait, pour le tromper en même temps que pour le punir d'avoir cherché à la chasser et pour le retourner contre ceux-là même qu'il avait choisi pour ses représentants. Dans le même temps qu'il jouait au sauveur de la République, sous la houlette trompeuse d'un grand leader révolutionnaire, dans le même temps qu'ils entraient dans la peau des grands guerriers contre les hordes barbares, dans le même temps qu'ils parvenaient à faire croire aux opinions publiques occidentales qu'ils étaient leur rempart contre le péril vert, contre le barbu, ils lâchaient tous leurs démons contre le peuple qui avait osé imaginer qu'ils pouvaient les chasser. Arrestations arbitraires, licenciements abusifs, incarcérations illégales, camps de concentration, internement dans des conditions infra-humaines, torture instituée en règle systématique d'interrogatoire, viol, enlèvement,
séquestration dans des locaux privés, assassinats ciblés, carnage collectif et toute une batterie d'autres mesures, toutes aussi sinistres les unes que les autres, qui ont provoqué une immense tragédie. Nous tenterons dans les jours qui suivent d'aller plus en profondeur dans ces monstrueuses exactions commises contre les civils. Nous essayerons de partager, du moins d'imaginer ce que furent les souffrances de toutes ces gens. Aujourd'hui, nous tenterons de comprendre les ressorts de cette machine à tromper, à faire peur et surtout à terroriser en même temps qu'à imputer le terrorisme aux victimes du terrorisme. Avec nous aujourd'hui, par ordre alphabétique, Rebha Attaf, journaliste, Rachid Mesli, avocat et défenseur des droits de l'homme, Karim Tabou, président de l'Union démocratique et sociale. Nous allons commencer. Rebha Attaf n'est malheureusement pas encore avec nous. Elle est avec nous. Alors, ce n'est pas encore très au point, donc nous allons commencer avec Rachid Mesli. Rachid Mesli, merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Jamaldine, je vous remercie également pour votre aimable invitation. Merci Rachid. Alors Rachid, pourquoi ces régimes qui perpètrent des coups d'État ont-ils besoin de mettre en place dans le même temps un régime de terreur et en même temps un régime de subversion, de manipulation des foules? Il me semble évident que c'est justement pour justifier qu'ils sont arrivés au pouvoir d'une manière illégitime et c'est également pour leur permettre de se maintenir au pouvoir ensuite après qu'il l'ait acquis de cette manière. Il semble évident que ces régimes ont besoin de violence et que c'est en fait le terrorisme qui les fait vivre. C'est ce que nous avons vu. Le meilleur exemple, c'est l'exemple du régime putschiste algérien qui est arrivé au pouvoir par le coup d'État de janvier 1992. Et vous avez bien fait de rappeler que ce coup d'État est malheureusement à l'origine de la tragédie que l'Algérie continue à vivre à ce jour. Ouais. Et il faut également rétablir certaines vérités historiques pour les jeunes qui n'étaient pas nés encore à cette époque, ou pour ceux qui étaient trop jeunes. Et il est important aussi de rappeler certaines vérités. Et il est intéressant aujourd'hui de constater que les langues commencent à se délier et que des témoins importants commencent à parler. Il est dommage qu'on ait attendu autant de temps, mais c'est déjà un signe encourageant. Rachid Mesli, comme vous dites qu'il est utile de rappeler certaines vérités, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous pourriez nous confier tout ce que vous avez sur le cœur, nous parler sincèrement, nous dire tout, sans faire aucun calcul, nous dire tout ce que vous savez, partager avec nous, avec les Algériens, ces lourds secrets que vous portez depuis tant d'années? Écoutez, en réalité, je n'ai pas de secret, j'ai seulement été le témoin de cette époque. J'ai vécu les événements par le fait que j'étais avocat, que j'ai défendu les principaux acteurs de cette période. Je rappelle que vous étiez l'avocat des chouyours du fils, notamment Abbassi Madani, Ali Belhaj, Hachani Rabbi Rahmou. Oui, c'est à ce titre peut-être qu'effectivement j'ai vécu certains événements importants de cette époque dont je peux effectivement témoigner. Bien sûr, mais il faut le faire, Rachid Mesli, c'est l'occasion peut-être. Écoutez, je suis convaincu que l'une des raisons principales, le début de la tragédie algérienne, a commencé avec l'arrestation totalement injustifiée des dirigeants du FIS après la grève de juin 1991. Donc j'ai à ce titre pu connaître
au moins les ressorts de cette affaire et les raisons, connaître également les véritables raisons pour lesquelles les dirigeants ont été arrêtés. Et il faut rappeler que c'est la, la raison, le début de la crise a commencé justement avec ces arrestations. Le but du pouvoir militaire à cette époque était, à mon avis, d'isoler la direction du fils de l'électorat. Rachid Mesli, je me permets de vous interrompre. Le son n'est pas très bon. Vous allez rester avec nous en Skype et on va vous appeler au téléphone en même temps pour pouvoir vraiment vous entendre bien. Je reviens à vous dans un petit instant. On va vous appeler au téléphone. Karim Tabou, vous êtes avec nous? C'est Jamal. Alam Bik, c'est Karim. Merci d'être avec nous. Karim Tabou, pourquoi généralement, les coups d'État, c'est le mensonge pour tromper les opinions publiques, pour faire passer les violeurs de la volonté populaire pour des sauveurs, généralement. C'est toujours comme ça que ça se passe. Mais pourquoi, en même temps, le mensonge, la tromperie, s'accompagne-t-il presque systématiquement de violence aussi? D'abord, merci d'avoir ouvert ce débat parce que malheureusement, ce qui s'est passé reste quand même une période sombre et méconnue de l'opinion publique dans beaucoup de ses aspects, dans beaucoup de ses acteurs, dans beaucoup de ces événements. Je pense que pour restituer à la situation ces concepts, ces mots, il ne s'agissait pas d'un arrêt du processus électoral, mais plutôt d'un arrêt de la démocratie, c'est-à-dire en fait l'objectif visé étant de mettre fin à l'expérience démocratique en Algérie et que les résultats des élections ou les élections étaient juste le prétexte pour tenter de justifier donc un arrêt du processus démocratique. Parce que la volonté de démocratisation était absente depuis le début. Et quand on voit, on révise bien le contenu de la Constitution du 23 février 89, malgré quelques avancées entre guillemets, malgré l'effort qui a été certainement accompli par certains militants, par certains responsables, par certains comment dirais-je, militants au sein du FLN de l'époque. Mais nous constatons très bien que dans la Constitution, la volonté n'était pas franche. L'idée d'une démocratisation n'était pas assumée d'une manière franche. Donc, il était évident que le pouvoir n'avait pas ni la volonté, ni le courage d'aller consulter le peuple. Il était évident que la consultation du peuple serait tout simplement l'arrêt de mort du régime. Le recours à la violence, d'abord que la violence a toujours été de mise, il constitue un des piliers essentiels du régime algérien. Depuis l'assassinat de Abdel Ramdan, peut-être avant, et après l'indépendance, la violence a toujours constitué un des piliers essentiels du pouvoir, de la philosophie du pouvoir en Algérie. Ajouté au régionalisme, à la corruption, à la falsification de tout, et la violence en est un des piliers essentiels. Bien sûr que l'objectif étant non seulement de mettre fin à un processus électoral, plus encore, ils ont voulu que le volume de la violence fasse renoncer définitivement les Algériens à l'idée démocratique, à l'idée de la liberté. En fait, nous pouvons même qualifier ce qui s'est passé après 91 de politique punitive de population. Tout simplement, on a dit aux Algériens, pour avoir osé réclamer la liberté, voilà ce que vous allez payer. Et bien sûr, après cela, le processus, les techniques, elles vont de la liquidation physique à la liquidation massive, à la terreur dans toutes ses formes. Et aujourd'hui, on a bien vu que la propagande du régime, soutenue par
entre parenthèses, je m'excuse pour l'expression, une clique de gens qui prêchaient, qui prétendaient que l'arrêt du processus électoral allait sauver la République, allait protéger les droits de la femme, allait protéger le caractère républicain de l'État, allait protéger la modernité, allait protéger la laïcité, allait protéger les concepts. Cette frange de cette clique, je m'excuse encore une fois de l'expression, qui voulait qui se donnait l'allure démocratique par le simple fait de s'opposer aux islamistes. En fait, la démocratie, il voulait que la démocratie se mesure par sa capacité à dénoncer, à accuser, à faire de la violence contre les islamistes. Mais aujourd'hui, beaucoup de secteurs de cette élite, entre parenthèses, des partis politiques, des responsables Moi, j'ai entendu un Premier ministre qui était à l'époque, juste après l'arrêt du processus électoral, il était Premier ministre, il disait « j'étais le harki du système ». Il y a bien d'autres qui ont, par la suite, annoncé publiquement, proclamé publiquement qu'ils se sont trompés, et bien d'autres. Mais malheureusement, la facture était macabre, la facture était lourde. Ce n'est pas le simple fait de reconnaître qui va effacer la responsabilité dans tout ce qui s'est passé. L'Algérie a comptabilisé plus de 200 000 morts, environ entre 15 000 et 20 000 disparus. Et en fait, à la fin, je l'ai dit la fois passée, on a proclamé, on a promis aux Algériens de sauver la République. 2016, nous sommes devant une République sans public. En fait, oui. On a tout simplement utilisé le prétexte du danger islamiste pour asseoir une dictature qui tout simplement exerce tous les monopoles, le monopole politique, le monopole économique, le monopole sur les richesses, et ils ne veulent pas tout simplement que le public soit associé à la gestion de ses propres affaires. Restez avec nous, Karim Tabou. Je reviens à Rachid Mesli. Rachid Mesli, vous pouvez poursuivre ce que vous nous disiez et qui était très intéressant. Je partage le même constat que M. Karim Tabou sur le triste bilan de ce coup d'État de 92. Et je voulais, vous rappeler que, à mon sens, ce coup d'État, en fait, a commencé avec l'arrestation des dirigeants du FIS en 91, leur poursuite devant un tribunal militaire et toutes les tentatives du régime militaire à cette époque de casser le FIS en tentant d'empêcher de participer aux élections législatives qui étaient prévues pour décembre, et puis ensuite en annulant le résultat de ces élections. Rachid Mesli, moi je sais qu'à un certain moment, avant les élections et pendant, vous collaboriez avec des journaux à Alger, vous écriviez des tribunes, et puis il s'est passé quelque chose qui vous a forcé à partir, à quitter ces journaux, à ne plus y contribuer. Essayez de nous raconter ce qui s'est passé. Oui, en fait, à l'époque, la presse n'était pas encore... il n'y avait pas encore de presse indépendante, c'était le tout début. C'était avant 89 ? Non, oui, j'ai commencé à collaborer avant 89 avec certains quotidiens algériens, francophones. Et effectivement, à partir de 90, on a commencé à constater certaines dérives sur le point sur la question des journaux de l'information. Oui, bon, c'est une anecdote que je rappelle à certains amis. J'ai collaboré avec un journal à l'époque, et lorsque je me suis rendu compte que certains journaux commençaient à publier de fausses informations pour jeter de l'huile sur le feu, à ce moment-là, effectivement, j'ai cessé de collaborer avec certains quotidiens dans lesquels j'avais une rubrique. Quel genre d'informations il distillait ?
Écoutez, il y a des informations qui sont célèbres, qui jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on parle avec certaines personnes, ils nous rappellent par exemple l'affaire du laser. L'affaire du laser du stade du 5 juillet. Oui. Voilà, ça par exemple, cette affaire, elle avait été rapportée par le journal L'Ouatan à l'époque. Et le directeur du journal à cette époque se vantait devant les journalistes d'avoir inventé cette affaire et du fait que tout le monde l'avait cru. Et en fait, il avait rapporté une information selon laquelle ils avaient arrêté des personnes avec du matériel sophistiqué. C'était une fausse information qui avait été publiée par ce journal sciemment et qui ne correspondait pas à la vérité. Attendez, Rachid Mesli, parce que là, moi-même, j'ai entendu parler de cette histoire d'un matériel sophistiqué pour écrire le mot Allah en plein ciel, et que il y avait Abbasi Madani, Ali Belhaj, les leaders du FIS, et que le peuple s'était vraiment était en admiration devant cette apparition, Baraka, Karam, etc. Et pourquoi vous nous apprenez que ce n'est pas vrai, que ça a été inventé par la presse? Non, ce qu'il y a de vrai dans cette affaire, c'est qu'effectivement, il paraît que des nuages dans le ciel avaient pris la forme du mot Allah. Et certains se sont levés pour dire effectivement qu'il s'agissait d'une karama et tout. Mais en fait, ce n'était pas le mot Allah qui était écrit avec un laser. D'ailleurs, on ne peut pas écrire sur des nuages avec un laser. Maintenant, tout le monde sait qu'avec un laser, on ne peut pas créer des nuages avec un laser. Non, ce qui est en fait faux dans cette affaire, c'est qu'un laser a été utilisé par les dirigeants du FIS pour écrire sur le ciel le mot Allah. Tu vois, et ça, c'est une information qui a été fausse, qui a été publiée dans un journal, alors qu'ils savaient que c'était pas vrai. Voilà, c'est ce genre d'information qui était parfois publiée par une certaine presse, et dont le but était d'attiser la crise, de créer une haine contre les islamistes et contre le FIS. Malheureusement, certains journalistes ont participé à cette polarisation de la société et à créer ce climat de haine entre la population, entre les Algériens, tout simplement. Rachid Mesli, comme vous dites, certains journalistes, vous restez très charitable, puisque, pour dire la vérité, la plupart des journalistes de cette période se sont engagés dans cette optique, dans cette façon de faire de l'information, de l'intox, qu'ils ont intoxiqué le climat, qu'ils répandaient des informations très alarmantes, très alarmistes, qu'ils faisaient passer les putschistes pour des sauveurs de la République, le fer de lance de la famille qui avance, comme ils disaient à l'époque. Pourquoi ne pas dire les choses comme elles sont? Écoutez, il y avait des journalistes respectables. J'avais des amis dans le milieu du journalisme qui étaient des personnes respectables et qui ont démissionné d'ailleurs de certains journaux, qui n'ont pas voulu marcher dans cette mascarade et qui ont survécu en créant des petits journaux, des publications pour justement ne pas avoir à participer à cette mascarade qui était dirigée, comme tout le monde le sait, par des officiers de la sécurité militaire, du DRS. Les journalistes qui collaboraient avec le DRS étaient connus. Oui, ils sont très connus, ils sont répertoriés, étiquetés, oui. Ils ne sont cachés pas eux-mêmes. Hein. Mais restez avec nous, Rachid Mesli, je reviens à vous. Dans un moment, nous allons recevoir Rabha Attaf à présent, si elle est avec nous. Rabha Attaf.
Rabha Attaf. Est-ce que Rabha Attaf est avec nous? Oui. Bonjour Rabha Attaf, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour. Alors, bonjour Rabha Attaf. Deux questions. La première est cet alignement de certains journalistes qui étaient un peu partout, dans tous les grands titres, les éditorialistes, les chroniqueurs, les grands reporters. Vous entends très mal, vous ne m'entendez pas? cher ami. Vous ne m'entendez pas? Et là, vous m'entendez, Rabha Attaf? Je vous entends, mais très mal. Eh ben, écoutez, alors je vais me poser des petites questions pour ne pas... parlez-nous un peu de l'engagement de certains journalistes algériens aux côtés des putschistes et du DRS. Ah, d'accord, oui. Deux choses, si j'ai bien compris. C'est qu'il est question aujourd'hui, effectivement, de parler des pressions qui sont exercées sur les sociétés pour qu'elles ne bougent pas, finalement. Donc c'est vrai que après 92, on a vu en Algérie des journalistes, certains journalistes, effectivement, d'un coup, communiquer en termes d'information uniquement les informations qui étaient transmises donc par les services spécialisés. Et effectivement, ces journalistes, à ce moment-là, n'étaient plus des journalistes puisqu'ils ils devenaient finalement les relais du DRS en termes d'information. C'est quand même une chose très grave concernant notre profession. Et d'autres journalistes, par contre, allaient même plus loin, puisqu'ils accompagnaient parfois des équipes du DRS qui étaient à la recherche de certaines personnes ou qui allaient inquiéter les familles de certaines personnes. Je tairai les noms, mais les noms sont connus, où effectivement des personnes que nous connaissons ou des familles de gens réfugiés à l'étranger ont reçu, c'est le cas notamment de Abdelkader Tiga. Sa famille a reçu la visite d'une équipe du DRS accompagnée d'un journaliste que nous connaissons, ce qui est vraiment très très grave. Donc des journalistes ont travaillé en Algérie comme auxiliaires des services dans le cadre de la répression qui a été menée contre une partie du peuple algérien, ce qui est vraiment très grave puisque théoriquement ils ne devraient plus avoir le titre de journaliste et exercer comme journaliste aujourd'hui, bien sûr. Rabha Attaf, est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui, je vous entends mieux, Jamal Addi. Très bien. Alors, en 89, il y a eu ce qu'on appelle les mesures dites démocratiques, un processus pour démocratiser le pays. Donc, ils ont démocratisé, ils ont libéré la liberté de la presse, qui est devenue libre. Ils ont pris des anciens journalistes, des anciens journaux publics, ils leur ont créé une presse toute casquée, sortie toute casquée de la cuisse du régime. Puis, ils ont créé une centaine de partis politiques, 80 ou 90. Puis ils ont créé tout un processus comme ça d'institutions, de façades. Et tout ça a donné le change, jusqu'à par exemple à dire que la presse algérienne était la plus libre du monde arabe. Quelle référence, mon Dieu. Mais le problème, j'en arrive à ma question, Rabha Attaf. J'en arrive à ma question. Et le problème est que quand le régime a voulu continuer dans sa logique de démocratisation de façade, et quand on est arrivé aux législatives de 91, le régime était parti à ces élections avec la certitude que ça allait bien se passer pour lui. Ça veut dire que le fils n'allait pas l'emporter. Or, surprise, le fils sort, et là, il change de tactique et il met en place le sujet dont on parle aujourd'hui, la subversion, la stratégie de la violence. Oui. Et comme vous vous êtes beaucoup occupé de l'Égypte, j'aimerais que vous fassiez... je vous en prie, Rabha Attaf. Oui, alors ce qui s'est passé au départ, c'est qu'en 89, finalement, on a assisté à une multiplication de structures issues de l'unique, si vous voulez. C'est-à-dire, on a fait croire qu'il y avait une multiplication de journaux. Il y avait effectivement plein de types de nouveaux journaux, mais quand on regardait de plus près, on se rendait compte qu'il n'y avait pas une diversité de l'information. C'est-à-dire qu'en termes d'information, on avait très peu d'infos réelles. Les journalistes étaient toujours aussi contraints. Il n'y avait pas de liberté de la presse non plus. Et surtout, les journaux dépendaient uniquement, comme ils dépendaient uniquement de la publicité qui était distribuée par l'État,
Les journaux qui n'étaient pas dans la bonne ligne, effectivement, ne recevaient plus de publicité. C'était aussi simple que ça. Et par contre, les journaux qui essayaient de donner de la vraie information, et j'en connais un qui a disparu depuis, il a tenu 1 an, c'était l'équipe de Sahaba qui était à Oran. Il se trouve que j'ai eu l'honneur d'écrire dans le dernier numéro, le numéro 80 de ce journal qui se voulait satirique et dont l'équipe avait fait un stage au Canard enchaîné en France, vraiment des francs-tireurs qui allaient vraiment chercher l'information là où il fallait, et notamment en matière de corruption dans toute la région de l'Oranie et au-delà. Ce journal a disparu parce qu'il a été interdit très tôt, c'est-à-dire 1 an après, il a eu qu'1 an d'existence. Par contre, les autres ont continué parce que ce qu'on a eu en Algérie finalement, c'est de la presse privée. C'est pas une presse libre. Les gens ont confondu. On a eu la presse privée, c'est-à-dire une presse tenue par des hommes d'affaires qui eux-mêmes dépendaient de leurs parrains qui se situaient à l'intérieur de la haute hiérarchie de l'armée algérienne. Donc des généraux au-dessus. Il y a une série de journaux comme ça. Il y a eu les journaux du DRS, je pense au Soir d'Algérie, ça c'est le titre le plus connu, où effectivement on avait des journaux mis en place directement par le DRS. On a eu une multiplicité de partis, c'est pareil, donc des partis qui était finalement une duplication du parti, quelque part du parti unique, avec une volonté de noyer, de tout noyer finalement, d'organiser, comment dire, un brouillage en termes de repères politiques en Algérie. Et le résultat, c'est qu'effectivement, on l'a bien vu, il y a des partis qui ont été créés avant même que la Constitution soit divulguée, la Constitution qui permettait le multipartisme, dont la Constitution de 89, on a eu 2 partis qui ont été créés avant, et là ils ont organisé la bipolarité, et la future bipolarité, c'est-à-dire d'un côté le FIF a été autorisé, et de l'autre côté on a eu le RCD, c'est-à-dire qu'on a vu se mettre en place en Algérie la logique de camp. C'est-à-dire donc le camp islamiste, entre guillemets, et le camp anti-islamiste, entre guillemets aussi. Donc déjà, on avait un clivage qui apparaissait lors même de la constitution des nouveaux partis, en fait. Et ce que je voudrais préciser, c'est quand se sont constitués ces partis, quand la Constitution a été promulguée, la Constitution algérienne expliquait explicitement qu'il n'y avait pas d'autorisation de parti à, comment dire, d'obédience religieuse ou d'obédience culturaliste. Or, ce qu'on a vu se mettre en place avec le FIS et d'autres partis, je pense à Nahda et au MSP, au Hamas, l'ancien Hamas, de Mahmoud Nahna, on a vu des partis donc se constituer d'obédience religieuse, d'inspiration religieuse, de l'autre des partis se constituer d'obédience culturaliste, je nomme le RCD, mais ils ont eu un tapis rouge aussi quand même déroulé devant eux. Je pense que à l'époque, on préparait déjà la logique des camps en vue d'un rétablissement, entre guillemets, d'un régime dur. Rabah Attaf, je vous remercie. Vous nous avez demandé de vous libérer le plus tôt, puisque vous avez des obligations. Merci. Il faut que je suis loin de chez moi et que j'ai des obligations. Merci d'avoir participé avec nous. Voilà. Merci Rabah, merci. Je reviens à Karim Tabou. Vous êtes avec nous, Karim. Karim Tabou? Est-ce que Karim Tabou est avec nous? Oui, je vous entends. Karim Tabou, Rabah Attaf vient de parler de brouillage politique du pays, avec tout ce brouillard qu'ils ont mis avec leur parti, leur fausse presse indépendante, leurs faux hommes politiques, leurs faux partis politiques. Et le peuple dans tout ça, comment le peuple en est-il arrivé à se laisser berner comme ça? Ou alors était-il conscient de ce qui se passait et qu'il n'avait aucune possibilité d'agir? Je suis d'accord avec l'analyse qui a été présentée par la journaliste et qu'effectivement tout était parti pour piéger le jeu politique, pour ne pas laisser les Algériens et pour ne pas laisser le processus démocratique se développer progressivement, naturellement. D'emblée, on a décidé de mettre le débat dans l'extrémisme. Et malheureusement, moi, je ne pense pas que le régime n'avait pas conscience que
que le résultat des élections allait être très favorable pour le fils. Malheureusement, ceux qui prétendaient être démocrates et qui prêchaient les vertus et les principes démocratiques se sont vite démasqués et se sont vite dévoilés que c'était des gens qui s'acoquinaient et qui voulaient tout simplement que la démocratie soit une démocratie sous protection des chars et de l'institution militaire. Concernant le peuple, je pense que le peuple, c'est la question qui se pose d'ailleurs aujourd'hui, devant tout ce qui se passe dans le pays, devant toutes les aberrations, les violences, les retournements, les choses inqualifiables qui se passent dans le pays. Il arrive que la question soit posée sur le rôle du peuple. Malheureusement, on continue encore de nos jours à gérer la situation par j'allais dire l'agitation permanente des traumatismes anciens et du risque du retour à la violence. Vous savez, le peuple algérien a subi des traumatismes très très profonds. La violence a été sauvage. Et malheureusement, de nos jours encore, cette violence, l'image de cette violence défile au quotidien et c'est devenu même une menace contre le peuple. Quand je vois la façon dont médiatiquement et politiquement est gérée la question des enlèvements des enfants en Algérie, c'est à se poser la question, n'y a-t-il pas une volonté de maintenir un niveau de traumatisme, un niveau de peur, un niveau de violence qui rend impossible l'action, la dynamique sociale, la dynamique d'action des populations. Et je passe sur les autres types de violences qui ont pris une forme sournoise, une forme sophistiquée, comme la violence par la corruption, comme la violence par le brouillage qui est là. Maintenant, on a dépassé le stade des journaux privés qui ont des rôles de propagande, qui sont devenus des boîtes de propagande, mais aujourd'hui, nous sommes passés à la vitesse supérieure, ce sont des chaînes de télévision entières. Le pays, l'Algérie, les gens peut-être l'oublient, compte plus d'une 60aine de radios locales qui sont toutes situées dans les sièges des administrations locales, donc de la wilaya. Si ce n'est pas dans la wilaya, c'est dans les services proches des services de sécurité, c'est dans des établissements proches des services de sécurité. 60 chaînes de radio qui font la propagande quotidienne, ajoutez à cela aux chaînes dites privées, et la presse, et la télévision nationale, et la corruption, et la peur, et tout ça. Ce sont des instruments très puissants qui en tout cas, s'ils n'arrivent pas à faire démissionner, à faire, j'allais dire, retourner complètement la population, elle arrive quand même à créer des doutes. Et la population, avec un discrédit très avancé, très puissant de la classe politique, malheureusement, le fait politique dans notre pays, assez souvent, est associé aux intérêts matériels, c'est-à-dire que le peuple voit bien que la classe politique n'est pas loin des réseaux des affaires, des scandales de corruption, etc. Si ce n'est pas le scandale financier direct, c'est le scandale des arrangements souterrains avec le pouvoir. Donc tout ça, c'est un dispositif très puissant qui fait que la population... Je pense qu'il y a quand même une réalité qu'on constate aujourd'hui. Mais justement, Karim Tabo, au sujet de ce dispositif très puissant dont on devine les contours sans le connaître vraiment, et qui aurait été et qui serait encore sur le tableau de bord, qui a assisté à ce passage de la crise politique vers la crise sécuritaire, puis vers le tout sécuritaire, puis vers le terrorisme, puis vers l'antiterrorisme, et derrière tout ça, un même dispositif très puissant, comme vous dites.
et dont on devine aujourd'hui un peu les ancrages, puisque les intérêts d'une certaine puissance étrangère passent avant tout quasiment, avant tout le reste. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est justement ce puissant dispositif et qui est derrière? Vous l'avez indirectement expliqué que ce puissant, ce sont les responsables du pays qui tirent profit, qui ont tiré profit de la guerre civile, plutôt de la guerre contre les civils, et qui ont tiré profit financièrement de tout ce qui s'est passé, et bien sûr avec, comme j'allais dire, tentacule de corruption qui s'est structurée à tous les niveaux. Aujourd'hui, l'État est otage, entre parenthèses, ce qui fait office d'État, le peu de choses qu'on peut qualifier d'État sont l'otage de ces milieux. Et plus grave encore, c'est que ces milieux financiers mafieux qui sont au sommet de l'État ont des soutiens directs des puissances étrangères, notamment de la France. Et là, c'est la négation même des fondations et des éléments constitutifs de l'État algérien. Parce que l'État algérien était fondé sur la libération du colonialisme français, et il devait être un État démocratique et social, donc il devait respecter la volonté populaire, et qui devait donc évoluer dans un espace de respect absolu des libertés et des droits de l'homme. Tout ça est parti. Maintenant, je voulais dire par rapport à la population, et je pense que c'est un élément positif très important sur lequel nous pouvons compter pour l'avenir, parce que ce tableau sombre, noir de la situation qui est réel, il y a en face des éléments positifs qu'il faut signaler. Je pense que c'est sur ces éléments positifs qu'il va falloir chercher à bâtir un avenir. Aujourd'hui, ils sont peu les Algériens à ne pas comprendre la situation. Même s'ils ne sont pas dans l'action, ils ne sont pas dans la participation, pour des raisons, peut-être dans les prochains débats, nous allons évoquer ce sujet. Mais aujourd'hui, quand vous discutez, quand vous entendez les Algériens discuter dans les salons de coiffure, dans les bus, dans les marchés, sur la route, dans les cafés, vous allez vous étonner parfois d'écouter, d'entendre des analyses, des propos, des images, des façons de donner, d'analyser la situation qui sont extraordinaires. Donc, nous avons quand même quelque chose de positif, malgré la puissance de ce dispositif et de la violence et des traumatismes qui s'accentuent et qui sont là, et ajouter à tout ça des difficultés sociales énormes. Mais les Algériens sont quand même conscients. Malheureusement, ce qu'il va falloir créer dans l'avenir, c'est de fonder une classe politique, une pensée politique nouvelle. Restez avec nous, Karim Tabou. Je vais vous arrêter là parce que nous devons observer un petit intermède et nous revenons. Donc, à tout de suite.
Salam alaikum Menjadid, merci pour votre fidélité. Rachid Mesli, je reviens à vous. Vous étiez l'avocat du FIS, des leaders du FIS, des principaux leaders du FIS. Beaucoup de gens pensent ou ont oublié ou ne savent pas les circonstances de leurs arrestations, de leurs détentions, de leurs procès. Alors, dites-nous, quand ont-ils été arrêtés? De quelle manière? Dans quelles conditions ont-ils été incarcérés, internés? Et comment s'est déroulé leur procès? Et quel a été le chef d'inculpation qui leur était reproché? Je vous laisse poursuivre et je vous rappellerai ces questions au fur et à mesure de votre développement. D'accord. Vous savez qu'il y avait eu à l'époque une grève qui avait été décidée par les dirigeants du FIS à la suite du projet de loi qui avait été proposé par le gouvernement de Hamrouche sur le découpage électoral. Ce découpage électoral qui était proposé était favorable au FLN et donc tous les autres partis d'opposition avaient protesté contre ce projet de loi, dont le FIS, qui lui avait donc décidé d'occuper les places publiques et donc de faire une grève le mois de mai, il me semble, ou début juin, jusqu'à début juin 91. Le principe de la grève avait été approuvé par tous les autres partis politiques d'ailleurs qui contestaient donc ce projet de loi du FLN. Mais on a le pouvoir ensuite reproché au FIS d'avoir déclenché une grève insurrectionnelle. Bon, il faut rappeler que cette grève a été autorisée par le gouvernement, par le Premier ministre Hamrouche lui-même. Donc c'était une grève qui en fait était légale puisqu'elle avait été autorisée. En fait, les arrestations des dirigeants du FIS n'ont pas eu lieu directement après cette grève, mais quelques semaines après qu'il y ait eu des contacts entre le gouvernement Hamrouche et les dirigeants du FIS de cette époque. Les arrestations de ces dirigeants ont eu lieu à la fin du mois de juin, donc au prétexte de cette grève. Je pense que ça devait être le 30 juin, à la suite d'une perquisition qui avait eu lieu au siège du FIS à la rue Charras. À la suite de cette perquisition, 7 personnes ont été arrêtées, les principaux dirigeants du FIS de cette époque, il me semble, des membres du Majlis Shura, Abbasi Madani, Ali Belhaj, qui lui avait été arrêté au siège de la télévision, pas au siège du FIS. Il y avait également Ali Jeddi, Boukhamkham, Abdelkader Omar, Nourdin Shigara, et je dois en oublier un, je pense. Donc toutes ces personnes ont été emmenées d'abord à la gendarmerie et présentées 2 ou 3 jours plus tard. On a été surpris d'ailleurs de cette présentation devant le tribunal militaire de Blida. Donc le 2, je pense que ça devait être le 1er ou le 2 juillet. Alors, une question, Rachid Mesli, avant que vous ne poursuivez. D'abord, quel chef d'inculpation au juste? Alors écoutez, il y avait pêle-mêle atteinte à la sûreté de l'État. Ils les ont accusés d'avoir voulu déclencher une insurrection, rassemblement illégal. Mais la grève a été autorisée. La grève a été autorisée. La grève était autorisée en effet, oui, par le gouvernement Hamrouche. Et le plus curieux dans l'affaire, c'est que les seuls faits qui ont été ensuite, qui ont fait l'objet de l'instruction pénale, on leur avait reproché d'avoir porté atteinte à l'économie nationale du fait de leur grève. Voilà, c'est le juge d'instruction de l'époque avait convoqué à la demande du procureur militaire Belkacem Boukhari.
ils avaient convoqué des chefs d'entreprise publiques, des administrations, des responsables d'administration, pour leur demander d'évaluer le préjudice subi par l'économie nationale. Et la loi permet à un juge militaire de poursuivre des grévistes ou des lanceurs de grève pour ce genre de... ne permettait pas au tribunal militaire de juger des civils. Justement. Donc la saisine du tribunal lui-même était illégale. Et les avocats de la défense là, ont contesté jusqu'à la fin la compétence du tribunal militaire qui était totalement injustifiée dans cette affaire, puisque c'était des civils qui n'avaient commis aucun crime ou délit de nature militaire, ni d'ailleurs de nature civile, et qui étaient poursuivis pour des raisons politiques devant un tribunal militaire. Et ils étaient incarcérés où? Alors ils ont été emmenés au tribunal militaire de Blida, où il y a également une prison, et ils ont donc été incarcérés jusqu'au procès, et même au-delà, dans la prison militaire qui est juste à côté du tribunal. Et quelles ont été les conditions de leur incarcération? On dit qu'elles ont été très difficiles. Si on devait revenir au dossier, parce que c'est quand même important de rappeler certaines vérités, lorsque nous, avocats, nous étions arrivés au niveau du tribunal militaire, la première chose donc qu'on avait demandé était de voir nos clients. On nous a autorisé à les voir un jour plus tard, je pense. Et la première des choses, évidemment, c'est qu'on a demandé à voir le dossier. Et c'était là, notre surprise fut grande de découvrir donc que le dossier était totalement vide, qu'il y avait quelques PV qui avaient été établis à la va-vite par la gendarmerie, un rapport du DRS, il me semble, qui reprenait les analyses de nos journaux de l'époque. Et comme pièce à conviction, il y avait également des coupures de journaux, L'Ouatan, Le Matin, enfin tous les journaux éradicateurs de l'époque, qui ont donc servi de motif pour déclencher toute cette procédure pénale. Attendez Rachid Mesli, qu'on comprenne bien. Dans le dossier, il y avait principalement, comme pièce à conviction principale, des articles de presse commis par des journalistes éradicateurs qui travaillaient sous les ordres du DRS. Oui, en effet, le dossier pénal était totalement vide. Ils avaient découvert au siège, lors de la perquisition, une photocopie de documents qui était attribuée à l'époque à Saïd Makhloufi, qui avait écrit un livre en arabe sur l'Isyan al-Madani, je crois. Et ce document comportait des points concernant l'Isyan al-Madani, les mouvements de protestation civile. Et donc ce document a été également présenté comme une pièce à conviction. D'ailleurs, c'était une photocopie qui avait été trouvée dans un tiroir d'un des bureaux et qui donc a également servi de prétexte pour engager ces poursuites pénales. Zeroual, à un certain moment, il avait tenté, nous dit-on, d'arranger les choses, en quelque sorte, de leur donner une direction qui soit plus à même de trouver un règlement à la crise. Écoutez, après le procès, évidemment, nous, les avocats, nous n'étions pas au courant de tout, mais nous avions appris qu'effectivement, les dirigeants du FIS avaient reçu des visites en prison, dont il me semble le général Zeroual, Touati, d'autres officiers supérieurs de l'armée, qui tentaient de négocier ou de trouver une solution. Effectivement, j'avais entendu que Zeroual avait tenté à ce moment-là, alors qu'il était, il me semble, le ministre de la Défense nationale, tenté de trouver une solution, mais il aurait été court-circuité par les autres participants à ces négociations. Rachid Mesli, pour revenir au procès,
vous aviez vous-même, en tant qu'avocat du fils et de ses leaders, porté plainte à l'international dans le cas des dépassements concernant Ali Belhaj et Ali Abbasi Madani? Oui, alors écoutez, mais cette plainte, je l'ai déposée devant le Comité des droits de l'homme en 2001. J'avais déposé cette plainte à la demande des familles de Ali Belhaj et de Abbasi Madani pour faire établir le caractère arbitraire de leur détention, de leur condamnation par un tribunal militaire. Et le Comité des droits de l'homme de l'ONU a condamné l'Algérie pour les poursuites qui ont été engagées et les condamnations de Ali Belhaj et Abbasi Madani. Donc l'Algérie a été condamnée pour les poursuites qui avaient été engagées devant le tribunal militaire. D'ailleurs, l'Algérie a même été condamnée à indemniser Ali Belhaj, à le réintégrer dans son travail et à l'indemniser matériellement parce qu'elle a estimé que toute la procédure était totalement illégale et consistait en une violation du droit international et des conventions internationales ratifiées par l'Algérie. Et Abbasi Madani? Également, l'Algérie a été condamnée pour les poursuites et la période de prison qu'il a passée, qui était évidemment, d'un point de vue du droit, totalement illégale et totalement injustifiée. Combien d'années ont-ils passé tous deux en prison? Alors, ils ont passé 12 années en prison. 12 années, 12 années, oui. Abbasi Madani a été placé après 6 ou 7 ans en résidence surveillée, ce qui était en fait une forme de prison, mais ils n'ont été libérés que le jour où ils ont purgé effectivement la totalité de leur peine. Restez avec nous, Rachid Mesli. Je reviens à Karim Tabou. Karim Tabou, vous êtes avec nous? Ah, on l'a perdu. Nous allons essayer de le rappeler. Et donc, je rappelle que nous allons peut-être ouvrir le standard tout à l'heure. Mais en attendant de retrouver Karim Tabou, je vais revenir à Rachid Mesli. Rachid Mesli, quelqu'un m'a raconté, je ne sais pas pour Abbasi Madani, on ne m'a pas donné de détails, mais pour Ali Belhaj, quelqu'un m'avait raconté qu'il était dans une cellule, je crois d'1,5 mètre sur 2 mètres, une sorte de petit couloir, et qu'il y a passé 12 ans. Dans l'isolement le plus total. On interdisait même au gardien d'à côté d'ouvrir le poste radio pour ne pas lui permettre de s'évader un peu. Alors, écoutez, les premières années de sa détention jusqu'au procès, c'est-à-dire pendant 1 année, il a été détenu avec les autres dirigeants du FIS à la prison militaire de Blida. Il a ensuite été transféré à la prison de Tizi Ouzou en 93. Là, je pouvais lui rendre visite. Effectivement, à cette époque, il était détenu en isolement avec les condamnés à mort. Ensuite, il a été ramené à la prison de Blida, à ma connaissance. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les 5 ou 6 dernières années de sa détention, en tout cas pendant 5 années, il a totalement disparu. Il a été en fait emmené dans une caserne du sud, une caserne militaire. Et là, il a été détenu dans des conditions totalement inhumaines. Il était totalement isolé du monde extérieur. Sa famille ne savait pas s'il était vivant ou mort. Et il a été détenu c'est à lui de témoigner, il est vivant. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il ne témoignait pas, parce qu'il est important quand même qu'il dise ce qu'il a subi. Mais ce que j'ai appris par sa famille en tout cas, c'est que pendant ces 5 années, il a été détenu carrément dans une cage, sous surveillance des militaires et sans aucune possibilité de
de visiter, de recevoir la visite de sa famille ou de sa femme ou de ses proches. Quelle a été la réaction du régime à la condamnation de l'ONU, des instances internationales? Écoutez, le régime, évidemment, il en a vu beaucoup d'autres condamnations depuis. Le régime ne réagit pas. D'ailleurs, même les réponses qu'il apporte lors de ces procédures sont totalement ridicules. Mais il n'y a pratiquement aucune absence de réaction au niveau international du régime algérien lorsqu'il y a ce type de condamnation qui discrédite malheureusement le pays parce que, en fait, c'est le régime qui est condamné, mais c'est tout le pays qui est déshonoré lorsqu'il y a des condamnations de ce type. Restez avec nous, Rachid Mesli. Nous avons retrouvé Karim Tabou. Karim Tabou, vous êtes avec nous. Oui, bonsoir, bonsoir. Rebonsoir, Karim. Alors, aujourd'hui, nous assistons à... C'est vraiment la kermesse. Hein. Le régime est en train de se déchirer. Les membres de ce régime sont en train de se déchirer les uns les autres. À notre grande satisfaction, je dois reconnaître. Je les encourage vivement à persévérer. Mais sinon, est-ce que ces histoires, ces déchirements pourraient ébranler ce puissant dispositif dont vous nous parlez? Moi, personnellement, pour l'instant, j'ai pas vu de choses concrètes dans ces déchirements et je rejoins d'une certaine façon Rachid, que je salue d'ailleurs. Il vous écoute. Il y a eu des condamnations à l'étranger, mais attention, c'est vrai, ça déshonore le pays, ça diminue de son aura, de son image. Mais il faut être prudent devant ça parce que toutes ces condamnations, ils ont été d'une certaine manière instrumentalisées à l'intérieur de la coupole, les uns contre les autres. Et assez souvent, c'est ce qui ressort aujourd'hui finalement. Finalement, les pouvoirs qui sont venus après s'étaient appuyés sur justement les fragilités dont se trouvaient les gens qui avaient géré le coup d'État, qui avaient décidé du coup d'État et qui avaient géré cette situation. Et malheureusement, quand on se retrouve au bout de 10 ans de guerre, de violence, avec des responsables qui sont passibles de tribunaux, donc qui ont des responsabilités dans des crimes commis contre le peuple algérien, et ajouter à cela des condamnations par des instances internationales, ça a permis à un autre groupe, à un autre type de personnes de s'accaparer le pouvoir et donc d'instrumentaliser ces fragilités à leur guise. Malheureusement, c'est ce climat-là aujourd'hui qui ressort et qui fait que nous assistons à des attaques les unes contre les autres des personnes qui étaient responsables dans la gestion de toutes ces crises, mais sans que cela n'aboutisse à la remise en cause, j'allais dire, des lignes rouges qui ouvreraient donc à l'avenir des perspectives de connaissance de la vérité et d'éclatement de la vérité sur ce qui s'est passé. Les gens du régime, tous, même si ils s'attaquent les uns les autres, ils ne dépassent pas la ligne rouge de tracé qui consisterait tout simplement à ne rien faire de nature à bousculer, j'allais dire, à créer les conditions de l'effondrement du régime. Bien au contraire, chacun essaye de protéger ses proches, de protéger ses intérêts, de protéger ses amis. Et ce système-là, malheureusement, continue de prendre en otage tout le pays. Mais Karim Tabou, quand un général Betchin menace de révéler, il a promis de révéler des dossiers très graves et qui vont montrer un pan très important de ce qui s'est vraiment passé pendant ce coup d'État et après.
Est-ce qu'il est vraiment, j'allais dire, guidé par des sentiments de clanisme, de règlement de compte, ou peut-être, pourquoi ne pas croire, ne pas espérer qu'il puisse avoir agi sous l'impulsion de sa conscience, d'avoir compris enfin que le moment est venu d'essayer de faire quelque chose pour son pays, lui qui a été un baron important de ce même régime? En tout cas, je ne suis pas dans la position de juger l'intention ni la sincérité de quiconque. Ce que je sais, c'est que si on était dans un état normal, dans une situation normale, je crois avoir lu dans un des journaux des quotidiens nationaux que Bchin aurait déclaré que nous avait donné l'ordre de tirer sur les populations à une certaine époque. Dans un état normal, il est immédiatement, la justice s'autosaisit et ouvre une enquête. Malheureusement, on est encore dans un pays où la justice est aux ordres. Donc, si demain, ce rapport que Bchin aurait envoyé à Chedli, qui lui donnait des infos sur les faits du terrain, sur ce qui se passait, malheureusement, d'abord, on aura ce rapport 25 ans après, et même avec des révélations qui peuvent être des révélations troublantes et importantes, malheureusement, aujourd'hui, les acteurs qui sont là ne peuvent pas, j'allais dire, se saisir correctement de ces occasions, parce que ces occasions, dans un état normal, se retrouveraient tout simplement entre les mains de la justice. Mais Karim Tabou, pourquoi des opposants comme vous, qui sont estimés, qui sont respectés, qui ont une vraie démarche, qui n'ont jamais mouillé avec ce régime, qui sont jamais approchés du râtelier, pourquoi ne se mettent-ils pas d'accord ensemble pour essayer de profiter d'une telle vacance, j'allais dire, pour essayer d'aller au charbon? C'est tout le débat dans le pays, parce que on a évoqué tout à l'heure les faux partis, les faux journalistes, les faux barrages, toutes les fausses choses qui sont là, qui existent et qui brouillent un peu le terrain. Il y a également de fausses oppositions, de fausses attitudes d'opposition, et tout ça malheureusement bloque l'évolution du pays vers le mieux, vers la démocratie. Ça va nécessiter, je disais dans quelques de mes conférences, notamment auprès des étudiants, je disais que la révolution algérienne, c'est comme des diplômes de l'université. Il y a des révolutions de cycle court, il y a des révolutions de cycle long. Je pense qu'on est concerné par une révolution de cycle long qui va demander beaucoup d'efforts de pédagogie politique, beaucoup d'efforts de compréhension, beaucoup de sacrifices. Et tout ça, je pense que ça peut se construire, mais pas dans le court terme. Mais est-ce que dans la situation où nous sommes, qui est alarmante à un point qu'on ne peut même pas imaginer, nous pouvons nous permettre des perspectives de cycle lent? Je pense qu'on est dans une perspective. Je disais d'abord, le peuple est bien conscient de ce qui se passe. Et deuxième des choses, il y a un régime qui est arrivé au bout de souffle, qui est arrivé à terme, parce que les mensonges ont fini par se dévoiler au grand jour. Et maintenant, avec tous les bricolages qui se passent, avec le discrédit intégral des personnes, du personnel du pouvoir et des institutions, je pense que le pouvoir tente de gagner encore un peu de temps, tente de se faire des rallonges, mais par quels moyens, je ne sais pas. Je ne suis pas dans les positions de voyance ou de superstition, mais je pense que l'histoire va certainement créer les conditions d'une évolution positive, face à toutes ces contradictions, face à toutes ces choses négatives. Il y a quand même à côté des choses positives qu'on observe bien. Le peuple est conscient.
il y a des gens qui sont là, qui essaient de se battre dans tous les champs, dans toutes les sphères, dans tous les lieux. Et je pense que c'est ça la perspective future. Est-ce que vous pensez que cette situation pourrait déboucher vers une vraie contestation pacifique du régime? En tout cas, je pense que si nous avons besoin de classer nos priorités, c'est que nous devons tous réfléchir à la nécessité d'éviter le pire. Le pire serait que le pays va s'éclater, que l'unité nationale va s'éclater, que des forces étrangères, des forces externes vont venir nous chercher dans toutes nos animosités, dans tous les problèmes qu'on n'a pas réglés. On n'est pas loin des scénarios, j'allais dire, catastrophiques. Nous devons absolument rester prudents. Sur un autre plan, bien sûr que la perspective d'une évolution pacifique, si c'est pas la révolution, ça va être quand même une évolution positive, pacifique, des populations qui vont porter des revendications, qui vont porter la revendication du changement et qui vont certainement porter des figures nouvelles, des idées nouvelles, une dynamique nouvelle pour une Algérie nouvelle. Merci Karim Tabou, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Nous arrivons bientôt au terme justement de cette émission. Rachid Messi, tout à l'heure vous m'aviez dit que le pouvoir n'avait pas réagi en fait au rapport onusien concernant la détention, le procès des chouyours du fils. Or, il y a bien eu une réaction venant du régime ou de ce relais, Rachid Qsenteni. Farouk Qsenteni. Pardon. Oui. Merci, pardon pour les Rachid. Oui. Farouk Qsenteni. Oui, et pardon pour le grand artiste Rachid Qsenteni. D'accord, oui. Oui, effectivement, il me semble qu'il a réagi comme d'habitude pour condamner lui l'ONU par contre et pour développer un discours qui est assez ancien, de critique et d'une prétendue conspiration contre l'Algérie au niveau international. L'Algérie critique régulièrement l'ONU lorsqu'elle est condamnée et à chaque fois qu'ils ont un petit bon point, c'est assez rare, hein, ils font toute une publicité sur les chaînes nationales. Oui, mais en fait, il faut rappeler que l'institution de Farouk Qsenteni, la Commission nationale des droits de l'homme algérienne, a été exclue de l'ONU. Donc, elle a perdu son statut à l'ONU. Exclue, hein? Exclue. Oui, elle a été exclue suite à un rapport que nous avons fait pour démontrer qu'elle n'était pas indépendante. Et donc, cette commission a disparu de la scène internationale de toute façon. Très bien. Écoutez, Rachid Mesli, je vous remercie, comme je remercie Rabah Attaf et Karim Tabou. Pardon pour les téléspectateurs de ne pas avoir pu ouvrir le standard, ce sera fait peut-être demain. Merci beaucoup. Sabah al khair. À demain.